Radio Pays. C'était il y a 60 ans, en 1962, que naissait l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés, créée à l'époque par un groupe d'instituteurs et d'institutrices en réaction aux manquements, aux carences de l'éducation nationale dans l'accueil des jeunes en situation de handicap. Puis, pas à pas, au fur et à mesure des années, l'association a grandi au point qu'elle accompagne aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes en situation de handicap partout en France et en Guyane depuis le début des années 2000. L'APAGE Guyane célèbre d'ailleurs en ce moment même ses 20 ans d'existence avec la réception de ses nouveaux locaux à Remire-Montjoly. Pour en parler, deux invités ce matin. Jean-Louis Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la fédération APAGE, donc au niveau national depuis 2008, et vous êtes avec Georgina Judic-Pied. Bonjour à vous également. Bonjour. Présidente aussi, mais de l'APAGE Guyane cette fois-ci. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin en studio pour parler de votre association. Alors, j'aimerais qu'on commence cette interview par un mot qui revient tout le temps dans les descriptions, disons, de vos actions. C'est le mot militantisme, le fait que votre association aille au combat depuis des dizaines d'années. Les choses ont évidemment évolué depuis 1962 pour l'Hexagone et 2002 pour la Guyane, mais la lutte continue, j'ai l'impression, de faire partie de votre ADN, Jean-Louis Garcia. Oui, nous sommes des militants bénévoles, et il faut se battre. Il faut se battre pour que les hommes, les femmes en situation de handicap vivent une égalité républicaine sur tous les territoires. Alors que ce soit en métropole et encore plus en outre-mer. Et quand on regarde comment les choses sont réalisées, on se rend bien compte que on n'est pas égal quand on est dans tel ou tel département, et en particulier quand on est en Guyane, quand on est à Mayotte, on n'est pas bien traité par la République. Et donc c'est un combat permanent, fait de victoires, petites, grandes, et chaque fois de nouveaux chantiers à ouvrir et à les persuader, convaincre les pouvoirs publics que ce que nous disons est juste, mérite d'être entendu. Et ensuite, il faut forcer la porte pour obtenir gain de cause. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur cette notion de partenariat plus ou moins proche avec les pouvoirs publics. Georgina Judic-Pied, sur cette question du militantisme, du combat, vous partagez, je suppose, la vision de votre président? Oui, et c'était encore plus difficile pour nous. Parce que d'abord, dès le départ, il a fallu aller rencontrer la fédération à l'époque. C'était pas le même président, c'était pas la même écoute. Et puis il fallait convaincre les tutelles en Guyane pour qu'elles, à l'époque la DSDS, pour qu'elles acceptent de nous de regarder notre projet, puisqu'on portait déjà un projet, c'est même pour cela que les personnes s'étaient réunies, un projet pour accompagner des adultes et des aveugles. Donc oui, c'est un combat, ça a été long, c'est quelquefois compliqué parce que moi j'ai pu au cours pour dire combien des fois c'est difficile. On m'a quelquefois dit gentiment que je n'avais pas le monopole du handicap. Mais moi, je vis avec une personne en situation de handicap tous les jours. Et pour côtoyer d'autres parents, on s'est bien rendu compte combien c'était compliqué. Et qu'il faut être militant. Et vous interrogez n'importe quel parent, il vous dira le parcours scolaire, c'est un combat, il faut le recommencer chaque année. Ce qui est acquis une année ne l'est pas l'année d'après. Votre enfant peut être accueilli tous les jours à l'école, et puis l'année prochaine, à la rentrée, on vous dit ça va être 2 heures pour commencer. Il n'y a pas d'AVS. Ça va être 2 heures. Vous sortez de Montcinéry, votre enfant va à l'école à Matoury pour 2 heures. Oui, c'est un combat. C'est un combat, il faut des militants. Et c'est pour cela que nous avons rejoint l'APAGE Guyane dès le départ, parce que c'est une association de citoyens. D'ailleurs, l'APAGE Guyane, Georgina Judic-Pied, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, c'est quoi exactement? C'est combien de structures? Pour quel type d'accompagnement exactement? Alors, on est tout handicap, comme la fédération. On est donc on a un service déficient visuel 0 à 60 ans.
On a aussi des trisomiques qu'on accompagne. Et puis, il y a un centre de ressources qui est justement tout handicap. C'est-à-dire, quel que soit le handicap de la personne, nous pouvons les aider, les orienter, accompagner pour faire des dossiers de la MDPH et aussi faire des prêts, ce qui est très important, des prêts sur du matériel dont ils auraient besoin. Et le plus difficile quand même pour les personnes, c'est souvent de remplir les dossiers. Et puis après, d'avoir une structure. Donc, le centre de ressources accompagne la personne, quel que soit le handicap. Et c'est pour cela que nous disons, nous sommes tout handicap. Alors Jean-Louis Garcia, si je me trompe pas, à l'époque, dans les années 60, quand s'est créée l'association, il y avait 2 questions qui ont été mises en avant. Pourquoi mettons à part les personnes en situation de handicap et que vont-elles, ces personnes, ensuite devenir 60 ans plus tard sur ces 2 questions-là? Comment est-ce que les choses, elles ont évolué? C'était des questions révolutionnaires. C'était... Pourquoi révolutionnaire? Il n'existait rien. Aux années 60, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, la présidente vient de le dire, des parents qui cherchaient des réponses. Et là, vous avez un mouvement citoyen. Je ne suis pas parent d'enfants en situation de handicap. Donc des enseignants qui disaient mais qu'est-ce qu'ils vont devenir et pourquoi on les met à part. Oui. Donc vraiment, ça percutait la réflexion de l'État, des mouvements qui existaient déjà. Et ils ont eu raison. Parce que cette question de la place à l'école de l'enfant différent, elle était révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, elle est mise en place. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est satisfaisant partout, loin de là. Oui. Mais en revanche, au niveau de l'idée, au niveau des textes législatifs, le droit à la scolarisation des enfants est là. Maintenant, il faut se battre pour que ce soit mis en place efficacement. Et ensuite, la question de... Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans la société? Ils vont grandir, ils vont vieillir, le travail. Alors, je vais faire Guyane, parce que nous sommes en Guyane. Je viens ici en décembre 2019, c'est mon dernier passage. Je vais à la maison départementale des personnes handicapées et je demande au niveau des établissements et services d'aide par le travail, les fameux ESAT, vous avez des personnes qui sont sans réponse. Et à la MDPH, on me sort un listing, et sur les 4 ans qui venaient de passer, sur les 5 ans qui venaient de passer, 400 orientations ESAT, et 0 place libre. Donc voilà un sujet que je prends en main. On est le 1er juillet 2022, c'est un sujet qui n'a avancé même pas d'1 millimètre. Et pour quelle raison ? Parce que l'État ne prend pas la bonne décision de dire il faut créer des places en Guyane. Alors, on va reprendre le bâton de pèlerin dès la semaine prochaine. On aura un nouveau gouvernement, je pense, et refaire le tour des popotes pour dire allez, il faut y aller. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sur ce sujet-là, encore la semaine dernière, j'étais au Sénat, on me dit oui, on va faire. Il faut faire. Et il va falloir un peu franchir l'étape Bercy. Bercy qui estime que ça coûte. Mais c'est un investissement, c'est pas une charge. Parce que prendre quelqu'un qui relève de la solidarité et le faire rentrer dans un cursus de travail, d'abord pour la personne c'est important, pour la famille c'est un soulagement, et puis la personne se réalise et contribue à la richesse du pays. Donc c'est ça qui. Ça veut dire qu'on continue de voir finalement toutes ces choses-là comme quelque chose qui coûte à la société plutôt que comme quelque chose qui rapporte. Moi je vais vous dire, j'aimerais bien que sur ce sujet-là on me dise quoi qu'il en coûte et qu'on avance effectivement là-dessus, parce que ça coûte pas grand-chose quand même. Mais garder des personnes seules à la maison sans aucun espoir, c'est pas une démarche républicaine. C'est ça aussi le combat que nous portons. Oui, vous avez abordé notamment la question de l'école. Votre fédération, elle milite, je cite, pour la citoyenneté pleine et entière des personnes en situation de handicap. On le sait, le handicap continue encore aujourd'hui d'être un motif d'exclusion et ça commence dès le début de la vie. Georgina Judic-Pied, l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles guyanaises aujourd'hui, le 1er juillet 2022, ça donne quoi ? C'est bien compliqué à répondre. C'est très différent d'une école à l'autre. Ça dépend de la bonne volonté des établissements scolaires. Parce que le président l'a dit, le droit devrait s'imposer à tous. Il y a la loi de 2005 qui conforte. Pour autant, les satisfactions ne sont pas là.
Et il y a des écoles où ça fonctionne, où il y a vraiment de l'inclusion, c'est-à-dire que, par exemple, les enfants vont faire de la biologie alors qu'ils sont en Ulysse. Ils vont travailler sur la technologie parce qu'ils sont très doués, ces enfants-là, quelquefois, sur de la technologie avec d'autres enfants. Il y en a qui vont faire du sport. Eh bien, il y en a qui ne font pas de sport parce que des enseignants ne veulent pas ou parce que la direction ne met pas en place. C'est vrai, c'est très divers d'une école, d'une commune à l'autre. Il y a aussi la question du manque de formation des enseignants sur toutes ces questions-là. Vous savez, les parents, ils ne sont pas formés. Oui. La question de la formation, ce sont des êtres humains. La question de la formation, je veux bien qu'on la pose pour affiner le travail avec l'élève, pour l'évaluation, parce qu'il ne s'agit pas non plus de les mettre en classe pour les mettre en classe. Donc effectivement, il faut à un moment évaluer les compétences, voir ce qui est acquis et ce qui n'est pas acquis. Mais la bonne volonté, finalement, il n'y a pas besoin de formation pour l'avoir. On est tous des êtres humains. Et c'est ça, hein, oui, il faut absolument qu'on avance sur ces questions-là en Guyane. Elles sont primordiales. Je voudrais revenir sur les établissements qu'on a. Donc on a un établissement pour polyhandicapés. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont complètement dépendants. Eh bien, ils ont droit à l'école aussi. C'est pas parce qu'ils ne marchent pas et qu'ils ne parlent pas qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Quand les personnes leur parlent, ils entendent. Donc, ils réagissent. Quand ils poussent des cris continuellement, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui leur déplaît. Donc, ils ont de la sensibilité. Ce sont des personnes, des humains comme nous. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas à l'école. Pour autant, je vous assure, il y a un frein qui fait que ces enfants-là ne sont pas systématiquement scolarisés. Nous avons une enseignante dans l'établissement, mais elle ne peut pas voir tous les enfants. Donc, il faut que... Et puis, attendez, on apprend avec les autres. Si des enfants valides ne voient jamais des personnes en situation de handicap, c'est dramatique. Si elles n'apprennent pas à travailler, à jouer, à parler avec ces personnes, c'est dramatique. Vous avez parlé de cette grande loi de 2005 tout à l'heure, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui renonce, cette loi, à une approche strictement médicale du handicap. 2005, on est en 2022, c'est quoi le bilan qu'on peut faire de l'application réelle et effective de cette loi ici en Guyane, Jean-Louis Garcia, et plus généralement dans toute la France? On va regarder le verre à moitié plein. Oui. Y a des choses qui ont bien avancé. On se rend bien compte. Le titre de cette loi, c'est un programme politique. L'égalité, la citoyenneté, l'égalité des chances. Avec ça, on doit pouvoir avancer. On se rend bien compte qu'il y a des freins, qu'il y a aussi des lois qui rabotent cette loi. La fameuse loi Elan de 2017-2018, qui a fait que l'accessibilité du bâti neuf a été complètement barrée, alors que c'était une ambition de la loi de 2005. Donc voilà aussi des combats qu'il faut porter et travailler en partenariat avec les pouvoirs publics. C'est pas parce qu'ils traînent les pieds qu'il ne faut pas travailler avec eux. C'est avec eux que nous avancerons. Dans quelques jours, je vais rencontrer le conseiller à l'éducation inclusive du ministre de l'Éducation nationale et je vais lui raconter tout ça. Ensuite, lui, il est à une place où la décision peut être prise pour avancer, repérer les endroits où il y a du retard, parce qu'il y a des endroits où il y a du retard. Les DOM en font partie. La Guyane et Mayotte, parmi les DOM, méritent ce qu'on pourrait appeler un plan de rattrapage pour avancer sur les sujets. Un plan de rattrapage dont on parlait déjà en 2017. Je suis tombé sur une interview de vous, Georgina Judic-Pied, qui disait déjà la Guyane est sous-dotée sur toutes les questions qui touchent au handicap. On était en 2017. Pas 10 ans après, un petit peu moins de 10 ans après, on a l'impression que les choses ne changent toujours pas en faveur de ça. La présidente parlait de l'IME pour les polyhandicapés. On l'a inauguré en janvier 2016. L'IME Yépicaz, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Auparavant, il n'existait rien du tout. Vous étiez parent, vous aviez un enfant polyhandicapé, 3 solutions. On le garde à la maison et point à la ligne, et on s'en occupe comme on peut. 2, on l'expédie en métropole tout seul, parce qu'en métropole, il y a pour l'accueillir. Ou 3, la famille déménage avec le petit et quitte son pays, quitte sa terre, pour trouver un lieu d'accompagnement.
Donc la création de cette IME, ça a été une avancée considérable pour le territoire. Voilà, donc ça il faut le pointer mais ça a été des mois et des années de combat pour obtenir les financements qu'on a obtenus, mais il a fallu peser à tous les endroits, la réalité existait, tout le monde le savait, sauf qu'il y a un moment, c'est le décideur qui doit décider. Sur la question des pouvoirs publics, on a parlé de l'État, on a parlé du gouvernement. Ici en Guyane, Georgina Judique-Pied, vos rapports avec les communes, la CTG, tous les pouvoirs publics, c'est facile, vous avez des portes d'entrée, on vous entend? Bien sûr, il y a quand même une obligation d'accompagner les établissements, d'accompagner les associations. Nous sommes plusieurs associations sur le handicap. Il y en a au moins 7. Donc oui, on peut dire qu'il y a de l'écoute. Je pense qu'il y a une volonté de faire avancer la question. Mais ce qu'on peut dire, c'est que peut-être qu'il faut faire encore plus parce qu'on a un tel retard que... si on ne rattrape pas les choses, on laisse des personnes loin derrière. Et c'est vraiment ça que chacun doit comprendre. Vous pouvez le constater vous-même. Se promener, si vous avez un fauteuil, c'est impossible. C'est quand même Cayenne, très dans n'importe galère. Quel centre-ville de Guyane, bien sûr. Quelle que soit la commune. À part quelques communes qui ont des trottoirs, je pense à Courrouge, je pense à Montjoly. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pas normal. Il y a tout ce travail évidemment que votre fédération fait pour l'accompagnement quotidien des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi comme objectif de votre fédération d'insister en quelque sorte sur des évolutions législatives qui aillent en faveur des personnes en situation de handicap. C'est un des objectifs de votre fédération, Jean-Louis Garcia. Bien sûr, on vient de voir élire une assemblée nationale. Moi j'ai déjà pris contact avec tous les présidents des nouveaux groupes pour les rencontrer. Être force de proposition, nous sommes des bâtisseurs, leur dire il faut aller sur tel texte de loi, il faut proposer ceci, il faut proposer cela. Même chose avec les pouvoirs publics, le gouvernement, même chose avec l'Assemblée des départements de France, la présidence des communes de France, pour que ça infuse et qu'ils entendent qu'on est là pour les aider à prendre de bonnes décisions. Et chaque fois qu'ils prennent une bonne décision pour une personne en situation de handicap, elle est utile à tous. Vous parliez des trottoirs, on se rend bien compte que des trottoirs accessibles, c'est pas utile qu'aux personnes en fauteuil roulant. Ça va être utile à un grand sportif. Il faut arrêter de scinder un petit peu le débat autour de valides d'un côté et handicapés de l'autre. 60 ans d'APAGE pour l'Hexagone, 20 ans d'APAGE pour la Guyane, avec du coup ces nouveaux locaux à Rémire-Montjoly. L'idée, c'était quoi de regrouper finalement toutes les activités sur un seul et même site? Oui, parce que nous travaillons sur la mutualisation depuis 2006, depuis qu'on a ouvert le premier service. Donc c'est vrai que l'idée c'est que les professionnels puissent travailler ensemble, que les personnes en situation de handicap puissent se rencontrer, et puis ça permet de mieux définir les besoins parce que du coup discuter entre nous, ça permet de mieux travailler le projet de la personne. Il y a d'autres projets là dans les cartons, dans les mois, dans les années qui viennent. Il y en a toujours parce qu'il y a des besoins en Guyane. Et on rappelle, on est sur tout le territoire, donc Maripasoula et Saint-Georges sont à construire. Le médico-social là-bas est quand même très restreint. Donc oui, toutes les associations ont à travailler cela. Par contre, je voulais venir sur la question parlementaire parce qu'on en a parlé. Évidemment. Juste pour terminer, la déconjugalisation, par exemple, voilà un sujet qui est passé... C'est quoi? Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. La déconjugalisation, c'est simple, même si le mot est abominable. Oui. Vous vivez seul, vous avez l'allocation adulte handicapé. D'accord. À un moment donné, vous tombez amoureux, ou amoureuse, vous avez envie de vivre avec quelqu'un, et cette personne a des ressources. Et donc, déjà, cette personne, en tant que compagne, va jouer le rôle d'un aide de proximité, va faire un certain nombre d'actes qui font qu'on est déjà dépendant de son amoureux, son amoureuse, au motif qu'on est en situation de handicap. Et si par malheur, cette personne gagne de l'argent, on va calculer votre AH, votre allocation adulte handicapé, en fonction des ressources de votre compagnon. D'accord. Ou de votre compagne. Ce qui veut dire que s'il gagne bien sa vie, vous allez être complètement dépourvu d'allocation adulte handicapé et donc de toute autonomie financière.
Alors, nous, ce que nous visons, c'est l'émancipation de la personne. Peu importe finalement l'argent que gagne son conjoint ou sa conjointe, exactement. C'est bien ça. Il faut que le public, à travers ce mot abominable, comprenne que vous voulez travailler, vous allez trouver un entrepreneur privé, et à un moment donné, au moment de la signature du contrat, il va vous proposer un salaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il demande, et votre conjoint, il gagne combien? Parce qu'en fonction de ce qu'il va gagner lui, moi je vais vous payer plus ou moins. Ben pour les personnes en situation de handicap, c'est ce qui leur arrive. D'un point de vue législatif, c'est vraiment la priorité de la page là, dans les mois qui viennent. D'autant plus qu'on a entendu le président candidat, Macron, entre les 2 tours de la présidentielle, dire « il faut choisir l'amour ». C'est sa parole. Hein. Et donc, on va revenir sur la déconjugalisation. Donc, chiche, le texte de loi est prêt. Il a été rejeté à plusieurs reprises et à l'Assemblée et au Sénat. Dans les sessions qui viennent, là, il faut le mettre en œuvre pour le 1er janvier prochain. Dernière question en quelques secondes, Georgina Judic-Puis. On a parlé des jeunes tout à l'heure, des enfants. Je reviens sur cette question qu'on a abordée. Que vont-elles ensuite devenir ces personnes une fois devenues adultes, passé l'enfance, passé les 20 ans? Qu'est-ce qui est proposé aux personnes en situation de handicap ici en Guyane? Oui, donc peu de choses, comme l'a dit le président. Déjà, nous n'avons pas de place d'ESAT libre, puisqu'il n'y a que des listes d'attente pour entrer dans un ESAT. Il n'y a pas de SAVS, donc ça veut dire que si... SAVS, ça fait beaucoup d'acronymes, ça veut dire quoi? Des services d'accompagnement à la vie sociale. D'accord. Voilà, donc quand la personne travaille, elle a besoin d'être accompagnée. Et des SAMSA, il n'y en a que 3 sur toute la Guyane. Donc, oui, et puis on a un territoire qui est compliqué, puisque les distances font que tout le monde ne peut pas venir à la page. Donc nous, on a une antenne sur Saint-Laurent, mais c'est pas encore satisfaisant. C'est-à-dire qu'il manque de l'accompagnement pour les adultes. Et c'est dur quand les enfants ont été accompagnés jusqu'à l'âge de 20 ans, puis arrivé 20 ans, on ne sait pas quoi leur proposer. Alors nous avons des entreprises adaptées, mais là, sur toute la Guyane, il doit y en avoir 5. Bon, voilà, c'est pas... Merci beaucoup à tous les deux. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais malheureusement, allez-y. Pour le film. Pour le film qui va être projeté. On invite les personnes à venir voir ce film. C'est mardi 5 juillet à 9h et ça se passe à la Maison des Cultures et des Mémoires à Montjoly. Avec ensuite une autre projection, hein, je complète ce que vous dites, ce sera exactement le lendemain, le 6 juillet, au camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni. Le film Presque, avec le philosophe Alexandre Jolien et l'acteur Bernard Campan. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Très bonne journée à vous. C'est nous qui vous remercions. Radio Pays.